Ils ont bien fait de mettre mon nom avec mes titres, au cas où vous en souviendriez plus. Bien, chers amis, d'abord, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents ce matin, parce que c'est un effort, c'est normal de saluer toutes celles et tous ceux qui se sont levés tôt pour venir ici des quatre coins de la France. Alors on me dit, oui, il faut venir à Paris, oui. On a bien réfléchi à l'idée d'aller ailleurs, mais c'est plus compliqué d'aller à Lille, d'aller à je ne sais pas où, à Rennes ou à Lyon ou je ne sais où ailleurs, quand on veut réunir tout le monde. Parce qu'on est dans un pays où c'est quand même plus facile de venir à Paris que de venir d'abord à Paris pour pouvoir aller ailleurs après. On l'a vu quand on a fait une réunion à Reims il y a un certain nombre de mois. Donc merci à vous toutes et à vous tous d'avoir fait l'effort d'être présents. Je vous remercie, que vous soyez militants, que vous soyez des cadres du parti dans les départements, que vous soyez des élus, des parlementaires, ils sont nombreux. Je les remercie d'être présents parce qu'on sait aussi que les week-ends sont chargés en réunion et donc ils ont fait l'effort de rester. Je les en remercie. Je voudrais remercier Timmy Doulet d'être avec nous, d'avoir pu s'exprimer. C'est important qu'il y ait un des responsables de la LDE avec lequel travaillent beaucoup nos élus, et en particulier James Chéron. Et donc c'est important qu'on ait ce message européen, lui-même étant un élu, un sénateur, donc c'est quelqu'un de bien, qui est sénateur irlandais. Voilà. Alors c'est aussi l'occasion, les conseils nationaux, c'est aussi l'occasion de passer des messages paroissiaux, agréables ou moins agréables. Et donc je voudrais avoir une pensée ce matin pour un de nos amis, notre trésorier, Bertrand Devis, qui malheureusement est souffrant, puisqu'il a fait un AVC. Et donc il est retenu dans un département d'outre-mer, La Réunion, où il était. Et pour l'instant, il est encore là-bas. Et quand il pourra être transporté, il reviendra. Et j'espère qu'on le retrouvera prochainement. Et donc, nous avons une pensée pour lui et pour sa famille. Je voudrais aussi, c'est plus heureux, féliciter notre ami Christophe Jourgeon. Il est où, Christophe? Il s'est barré déjà? Ah, il est là-haut. Ah, voilà. Donc Christophe, qui est le nouveau président du groupe UDI au Conseil régional comment on dit, Auvergne-Rhône-Alpes. Et je tiens à lui souhaiter d'abord bonne chance, bon succès, parce qu'il a pris la suite de Romain Champel, un ami auquel nous pensons aussi. Et être président d'un groupe dans une région présidée par Laurent Wauquiez mérite qu'on l'applaudisse. J'en profite pour remercier les élus du groupe, et en particulier Louis Giscard d'Estaing, parce que... qui est-ce qui est là aussi? Marie-Hélène, pardon. Voilà. Pour leur constance, leur capacité à résister, et en tous les cas, ils l'ont montré ces derniers jours, et c'est extrêmement important. Je voudrais aussi remercier, même si ça a déjà été fait plusieurs fois, mais je crois que ça le mérite, Louis Giscard d'Estaing et James Chéron pour l'important travail qu'ils ont fait, parce que ils n'ont pas simplement fait un programme, ils n'ont pas simplement mis des idées, ils ont travaillé au fond sur des propositions qui sont des propositions importantes. Et ça a mérité un grand nombre de réunions avec évidemment d'autres élus, d'autres militants. Et je crois que c'était important qu'on ait cette base que vous avez adoptée à l'unanimité et qui nous sert de référence. Je ne vais pas revenir sur les thèmes sur lesquels ils se sont exprimés et sur lesquels vous avez pu réagir, mais rappelez, Timmy Doulet vient de le dire à l'instant, que l'Europe, c'est pas seulement, comme on dit, notre ADN, c'est notre histoire, et de faire allusion, évidemment, à nos anciens, évidemment Jean Monnet, Schuman, mais aussi, plus récemment, à Simone Veil,
pas à Louis, à Valéry Giscard d'Estaing, mais il a sa place, mais Valéry Giscard d'Estaing, et puis Jean-Louis Borloo, qu'on n'a pas cité, mais qui a apporté sa part, et avec lequel, évidemment, on travaille toujours, puisqu'il est un membre important de notre famille politique. Et je ne vais pas revenir sur tous les thèmes qui ont été mis en évidence. Je dirais simplement que l'Europe nous a permis de traverser toutes les épreuves depuis la fin de la dernière guerre. Et plus récemment encore, on a vu que pendant la période du Covid, l'Europe s'était rendue indispensable. Car même sur des compétences qui ne sont pas des compétences européennes, puisque la santé n'est pas une compétence européenne, il a fallu s'organiser en peu de temps pour faire en sorte qu'on ait des vaccins, qu'on ait des masques. Et s'il n'y avait pas eu l'Europe pour essayer d'organiser tout ça, tout le monde aurait cherché, les plus riches évidemment, ou les mieux organisés, à tirer les draps vers eux au détriment de ceux qui sont les plus précaires dans l'Union européenne. Et donc, la santé, qui est quelque chose de préoccupant pour beaucoup de nos concitoyens, évidemment, a montré que c'était aussi un principe qui était partagé par les Européens. Et puis ces jours-ci, plus que jamais, on voit bien qu'on a besoin d'Europe. Ce n'est pas de peu d'Europe dont on manque, c'est de plus d'Europe, de mieux d'Europe. Ça a été dit, l'Europe pour beaucoup, mais on le dit à chaque élection, c'est un peu le cloud. On dit c'est administratif, on n'y comprend rien, on ne sait pas qui c'est. C'est pour ça que Valéry Giscard d'Estaing voulait qu'il y ait un président européen, qu'on sache qui c'est. Qu'on sache qui c'est. Kissinger disait l'Europe, c'est quel numéro de téléphone. Bon, c'est toujours le cas. On a l'impression que c'est quelque chose qui est lointain, qui est compliqué, qui est techno au possible. Et donc, on a besoin de plus d'Europe et de mieux d'Europe. On a parlé tant et plus, et on continue d'en parler, de l'immigration. C'est un sujet. C'est un sujet. On voit bien qu'à horizon 50 ans, on va être 450 millions d'Européens quand il y aura 3,5 milliards d'Africains. Donc c'est un sujet qui va peser dans les années qui viennent. C'est un sujet qui va peser. Eh bien, si nous ne sommes pas organisés au plan européen, comment fait-on ? On peut rouler des mécaniques en disant on va donner moins de visas aux pays du Maghreb. Moi, j'ai été très souvent pour le Sénat au Maroc discuter avec les autorités marocaines. Mais ils rigolent quand vous leur dites que vous leur donnez moins de visas. Ils passent par l'Espagne. Et les Algériens, ils passent par l'Italie. Donc le problème, il est européen. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a mis en place, on a mis en place la dublinisation. Tu parles d'un bonheur. On arrête les types à Calais et on dit « t'as des papiers italiens, donc on te ramène à Vintimille ». On balade les gens comme ça, comme au Monopoly. Mais ça ne peut pas continuer longtemps. Alors l'Europe a commencé à prendre conscience et il est important qu'on ait des principes au plan européen. On sait très bien que c'est quelque chose qui nourrit le populisme. Et vous voyez dans tous les pays, ça a été dit, dans tous les pays européens, les populismes qui montent. Il n'y a pas que chez nous, avec Mme Le Pen. Regardez l'Italie, avec Mme Meloni. Regardez ce qui se passe aux Pays-Bas, ce qui se passe en Allemagne avec l'AfD. Ça rappelle des souvenirs. Bon, sans parler des populismes qui sont très présents dans les anciens pays de l'Est. Et donc, il est important qu'on ait une Europe qui avance sur le plan de l'immigration. Regardez les problèmes avec l'Ukraine. On s'est réveillé, et je dois dire que la France a secoué un peu le cocotier, parce que les problèmes de défense sont des problèmes majeurs. Ça tombe mal, c'est au pire moment. On n'a pas d'argent. Mais on sait très bien que si M. Trump, et il en prend le chemin, est réélu au mois de novembre, les Américains, et M. Trump a annoncé la couleur, les Américains vont pratiquer ce qu'ils font de mieux, l'isolationnisme. Et donc, en gros, débrouillez-vous, payez. Il n'y a pas de raison qu'on paye pour vous. Et donc, il va falloir s'organiser, évidemment, sur le plan de la défense. On a besoin de plus d'Europe. Et quand on dit, oui, mais nous, Français, on a l'arme atomique, et les Allemands, ils ne bougent pas trop. Les Allemands, ils ont une histoire, on en sait quelque chose, et l'engagement des Allemands, avec la Constitution qui est celle de l'Allemagne, évidemment, n'a pas les mêmes critères, et que l'engagement du feu
en Allemagne, répond à des procédures qui sont parlementaires, qui sont assez lourdes et qui ne ressemblent pas, évidemment, aux nôtres, où c'est le président de la République qui peut prendre des décisions seul, et puis ensuite avec le Parlement, si jamais il engage, évidemment, les armées. Donc on a besoin de plus d'Europe, de plus de défense. Regardez ce qui s'est passé sur le plan commercial. On parlait du CETA tout à l'heure. Est-ce que la France ou d'autres pays européens peuvent tout seuls discuter tranquillement face aux Chinois, face aux Américains, face aux pays émergents comme l'Inde? Est-ce qu'on peut valablement discuter? Évidemment, on est plus fort si on discute au nom de l'Europe, avec l'Europe. Alors il faut le faire dans des procédures plus transparentes, peut-être plus simples, parce qu'on voit bien, et je ne vais pas revenir sur le CETA ou sur le Mercosur ou sur d'autres conventions internationales, qu'il est facile de travailler. Mais à l'évidence, on est plus fort si on y va tous ensemble. Notre monnaie, l'euro, n'est forte que parce que c'est une monnaie européenne. Est-ce que vous croyez franchement que si on était français tout seul avec nos petits bras musclés, on pourrait avoir 3 000 milliards de dettes comme aujourd'hui? Aujourd'hui, on est accepté, si je puis dire, sur les marchés financiers parce que c'est l'Europe. Parce que c'est l'Europe. S'il n'y avait pas l'Europe, évidemment, on n'en serait pas là. Imaginez où on en serait. Il y a un défi immense pour demain, le numérique, l'intelligence artificielle. C'est des centaines, et Laurent Lafont, qui préside la commission des affaires culturelles et du sport maintenant, et de l'éducation au Sénat, en sait quelque chose, il travaille beaucoup là-dessus. Je veux dire, est-ce que franchement, on peut tout seul travailler sur l'intelligence artificielle? Quand vous voyez les dizaines, les centaines de milliards qui sont mobilisés dans des pays comme les États-Unis, mais aussi comme la Chine, comme la Russie, bon, franchement, c'est un sujet européen, ce n'est pas un sujet national. On peut avoir des idées nationales, on peut avoir des perspectives, on peut avoir toutes sortes d'objectifs, mais on ne peut mobiliser qu'ensemble. Et ça, ce sont des sujets européens. La paix, on l'aura parce que l'Europe pèsera. L'Europe pèsera. On voit bien aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine. On sait très bien que les Russes attendent l'élection américaine et qu'il ne se passera rien avant le mois de novembre. Et puis au mois de novembre, on sait très bien, malheureusement, que si M. Trump est élu ou réélu, eh bien, il va falloir discuter. Ce sont d'abord les Ukrainiens qui discuteront, parce que c'est leur territoire, mais il faut éviter qu'ils perdent avant. C'est pour ça qu'on les soutient. C'est pour pas qu'ils perdent ou que la Russie ne gagne pas. Il faut arriver à tenir. Les morts, c'est chez eux. Alors, quand on dit oui, il ne faut rien s'interdire, on dit oh là là, nous on soutient l'Ukraine, mais on ne veut pas aller plus loin, hein, parce que s'il y a un mauvais coup à prendre, voilà. Bon, évidemment qu'il faut pouvoir soutenir les Ukrainiens, parce que s'ils s'effondrent, excusez-moi, les Russes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent arriver vers Odessa, couper la relation de l'Ukraine avec son débouché sur la mer, et puis se rapprocher de la Transnistrie. L'Ukraine, c'est 30% des céréales du monde. 30% des céréales du monde, c'est-à-dire qu'ils nourrissent une partie de l'Europe, mais aussi l'Afrique. Donc, personne ne tient à avoir la baguette à 5 €. Donc, à l'évidence, il faut pouvoir soutenir les Ukrainiens, et ça peut se faire que si des pays européens, ensemble, se mobilisent pour le faire, parce que c'est la paix que nous avons connue jusqu'à maintenant, grâce à l'Europe. Si on veut que cela perdure, c'est dans un ordre mondial où l'Europe affirme sa présence et sa prééminence. Alors, rien n'est parfait, et on sait très bien qu'on parle de faire rentrer de nouveaux pays dans le périmètre européen, les Ukrainiens, mais aussi les Moldaves ou d'autres. Eh bien, il y a un problème de gouvernance. On voit très bien qu'à 27, ce n'est pas les 6 du début. Et donc, il faut parler de cette gouvernance et des possibilités de faire venir d'autres pays, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des votations qui soient celles qui ont cours aujourd'hui. On ne peut pas continuer à avoir des décisions qui se prennent à l'unanimité et où le dernier arrivé lève la main en disant « Ah ben moi, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous me donnez pour que je vote ?» Bon, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait des votes qui soient adaptés à chaque type de votation.
il y a une façon de voter si on veut faire rentrer des pays nouveaux. Il y a des limites de vote pour des décisions qui peuvent être considérées comme importantes, et puis d'autres types de votes pour des décisions qui sont habituelles et, j'allais dire, presque quotidiennes. On ne peut pas continuer à avoir les mêmes règles de vote systématiques à l'unanimité en Europe. Donc, nous avons besoin de plus d'Europe. Et moi, je remercie très sincèrement tous celles et tous ceux qui ont travaillé à notre projet, à notre programme, parce qu'il y a des idées importantes et il faut que nous puissions les faire partager. Alors, on vient d'adopter une motion. J'entends, j'avais déjà entendu les observations qui sont exprimées et sur les conditions dans lesquelles on peut faire entendre notre voix. Moi, je rends hommage à Jean-Christophe, il n'est pas là aujourd'hui, je lui ai déjà dit, et on lui a déjà dit. Moi, je rends hommage à Jean-Christophe pour le travail qu'il a fait, mais aussi pour la façon dont il a porté notre liste il y a 5 ans. Il y avait eu beaucoup de mobilisation locale, chez les élus, chez les militants. Il y avait eu un gros travail qui avait été fait. Il y avait eu aussi un gros travail de réflexion. D'ailleurs, une partie des idées qui avaient été développées ont été reprises et modernisées. Et donc, on a poussé jusqu'au bout. On a poussé. Et on a bien vu, malheureusement, que c'était très difficile. Que c'était très difficile parce que l'espace politique qui existait était difficile. Et c'est encore pire aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, c'est encore pire aujourd'hui. C'est encore pire parce qu'on a la tripartition. Alors c'est toujours plus facile de dire on va défendre nos idées. Alors il y a ceux qui le disent sincèrement, puis il y a ceux qui le disent parce qu'ils se disent au moins on n'a pas à choisir entre les uns et les autres. On ne va pas se raconter la bonne aventure entre manouches. On sait très bien qu'il y a aussi cet aspect des choses qui disent moi, comprenez, dans mon département, je ne veux pas d'embêtement avec celui-là, je ne veux pas d'embêtement avec celui-là. Alors le plus simple, c'est qu'on fasse notre liste. Ah oui, mais ça coûte cher. Oh, c'est pas grave, hein, ils démerderont à Paris. Voilà. Ils feront campagne d'ailleurs, parce qu'en général, ceux qui disent ça, ils n'ont pas de militants. Donc, c'est plus facile. C'est plus facile. Faites au mieux. Faites au mieux. Bon. Je veux dire, on sait ce qu'il en est. On a suffisamment d'expérience les uns et les autres. Si c'était possible, pertinent, faisable de faire notre liste et de faire entendre notre voix, évidemment, ça serait la meilleure solution. Mais il faut s'y prendre longtemps à l'avance, il faut avoir du monde sur le terrain, il faut se battre, il faut organiser les choses, et il ne suffit pas simplement de dire « on va faire une liste. Salut les gars, je rentre chez moi, à la prochaine ». Et donc, ça ne marche pas comme ça. La dernière fois, il y avait une équipe qui s'est battue avec pugnacité, et on a vu la limite du possible. Parce qu'on est dans un système qui s'est encore davantage affirmé. Alors on peut dire c'est bien ou c'est mal, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la tripartition. Et vous avez une organisation de la vie politique où vous avez ce qu'on appelle un groupe central, une gauche, la NUPES, et une droite nationale qui sont à peu près d'ailleurs au même niveau qu'aux élections présidentielles. Ça fait plusieurs élections présidentielles où le Rassemblement national est deuxième. Et là, pour tout un tas de raisons européennes, qu'a rappelé Timmy Dooley tout à l'heure, il y a une affirmation de cette droite nationale à travers l'Europe, populiste. Pourquoi ? Pour des raisons qui tiennent à la ruralité, à l'agriculture, à l'incompréhension vis-à-vis d'un monde qui est technicisé, technocratique, complexe. Et on voit bien que malheureusement, ce populisme, il grossit élection après élection. Et puis, cette gauche, elle n'existe que par M. Mélenchon. Sans M. Mélenchon, il n'y a pas de gauche. M. Mélenchon, on le combat, il a sûrement des idées détestables, mais dans l'opinion, il fait 15 points. Plus les Verts, plus les socialistes, et ils ne peuvent vivre qu'avec lui. Sans lui, ça ne marche pas. Ils peuvent faire tout seul, mais ça ne marche pas. Donc vous avez un pôle à gauche qui est assez fort, un pôle à la droite nationale qui est assez fort, et puis vous avez ce que vous appelez le bloc central. Et entre la majorité et la gauche et la majorité et la droite nationale, il n'y a plus d'espace. Il n'y a pas plus d'espace pour le centre-droit qu'il y en a pour M. Hollande et M. Cazeneuve. C'est comme ça. On peut dire c'est dommage, ça serait mieux. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est une réalité. Et donc, on en vient même à se dire
quand je lis les papiers comme vous, que je lis dans la presse, est-ce que les Républicains ils vont arriver à faire 5%? On en est là. On est là. Un parti qui a eu plusieurs présidents de la République, comme le PS, on se dit, mais est-ce qu'ils vont quand même réussir à passer la corde? Et donc, nous ne pouvons pas faire seuls. Nos amis du Parti républicain, ça avait commencé aux élections présidentielles. Souvenez-vous, ils ont dit, écoutez, à l'époque, ils étaient encore sur la ligne droite et centre. Il faut qu'on choisisse le candidat de la présidentielle de la droite et du centre. Mais comme ils se méfient un peu, ils ont dit, les centristes, ils ont des drôles d'idées. Le mieux, c'est qu'on désigne tout seul nous-mêmes. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un congrès où ils ont élu leur candidat, en l'occurrence leur candidate, uniquement avec les adhérents qui avaient la carte de LR. Comme ça. Et puis, il y a eu le programme, vous vous en souvenez, puis il y a eu le résultat, vous vous en souvenez. Et ils l'ont fait tout seuls comme des grands. Et puis après, ils ont dit, non, mais le mieux, c'est qu'on ne parle plus du centre, on va dire qu'on est de droite. Parce que l'opinion est plutôt de droite, donc on est de droite. Et ils ont lancé un truc qui continue clandestinement, qui s'appelle les États généraux de la droite. Bon. C'est eux qui ont décidé. Et ils n'ont pas terminé. Hein. Ils continuent de se balader un peu partout, de faire des réunions. On ne sait pas sur quoi ils vont atterrir. Moi, souvent, je leur ai posé la question. Ça atterrit comment, les États généraux de la droite? Sur des principes qui sont compatibles avec des centristes, avec des modérés, avec ceux qui ont pu jusqu'à présent voter pour M. Macron et qui seront disponibles en 2027? Ou est-ce que ce sont des principes qui sont disponibles avec d'autres? Je ne sais pas répondre à cette question. En tous les cas, on voit bien que les valeurs qui sont celles aujourd'hui des Républicains sont des valeurs qui dérivent à droite, certainement pour mieux coller à l'opinion, mais c'est pas les nôtres. C'est pas les nôtres. Moi, je respecte. Ils ont le droit d'être à droite. Mais ils ne peuvent pas nous dire pourquoi on ne fait pas des trucs ensemble. Hein, sur des programmes municipaux, peut-être. Sur des programmes départementaux, régionaux, bah oui. Mais sur des programmes européens et nationaux, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est un choix qui a été fait par eux. C'est un choix qui a été fait par eux. Vous pouvez lire tout ce qui se dit, tout ce qu'ils disent. C'est à chaque fois programme de droite. Et d'ailleurs, ils mettent des candidats de droite. Lecture conservatrice. C'est un choix. Ils ont le droit. Mais ce n'est pas le nôtre. En tous les cas, ça ne correspond pas à ce que nous sommes, à ce que nous pensons et ce que nous avons toujours défendu. Donc, dans ces cas-là, eh ben, vous avez un choix logique, qui est celui que nous avons adopté, c'est d'avoir la défense des idées européennes avec ceux qui nous sont les plus proches, avec lesquels on a pu travailler jusqu'à présent en matière européenne. Mais c'est une réflexion qui doit se poursuivre, parce que qu'est-ce qui va se passer après l'élection européenne? Vous avez une séquence jusqu'au mois de juin. Bon, élection européenne. Très bien. Il va y avoir un résultat. On voit grosso modo comment ça peut être. Il va y avoir, comme là, il y a 5 ans, une première liste qui va malheureusement être en tête et faire beaucoup de voix, celle du Rassemblement national, autour de 30, alors peut-être plus, j'en sais rien, ou peut-être un peu moins, j'espère, mais en tête. Et puis une deuxième liste, qui va être entre 15 et 20, j'espère plus près de 20, mais qui sera deuxième. Et puis après, tout le monde en dessous de 10. Sauf peut-être M. Glucksmann, qui gratte sur le centre-gauche, dans la majorité, quelques voix, parce que les socialistes, ils se disent, là, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de danger, etc. Ils reviennent un peu à la maison. Ils reviennent un peu à la maison. Mais tout le monde est en dessous de 10, sinon. Tout le monde. Les Verts, la dame qui fait de la boutithérapie, vous savez, la danse du poulet, c'est bien. C'est formidable. Mais je veux dire, 8 points. Bon. Madame Aubry, bon, elle a beau raconter le catéchisme de M. Mélenchon, elle le fait moins bien, divise les voix par 2, 8. Vous avez M. Glucksmann, qui lui est un peu plus chatoyant. Hein, et puis les communistes, ils ont beau parler, beefsteak et frites, ça dépasse pas 3. Bon. Et donc, on en est dans cette situation-là. Est-ce que ça peut durer comme ça ?
Est-ce que ça peut durer comme ça? Vous le sentez confusément. Vous dites quand même, c'est un drôle de bazar. C'est un drôle de bazar. Il y a la guerre, on a 3 000 milliards de dettes, on nous dit qu'il faut faire 20 milliards d'économies. Il y a les Chinois qui rôdent en mer de Chine. Il se passe toutes sortes de choses. On sent quand même que tout ça, c'est un peu anxiogène. On se dit comment ça peut tourner? Comment ça peut tourner? Et donc, tout le monde sent confusément que ça ne peut pas durer comme ça. Et moi, je pense comme vous, ça ne peut pas durer comme ça. Ça ne peut pas durer comme ça. Parce que si on amène un plan de 20 milliards devant le Parlement, et notamment l'Assemblée nationale, dans la configuration qui est celle de l'Assemblée nationale, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et donc, comment on fait? On fait une dissolution? Il n'y a pas besoin de faire un sondage, vous voyez à peu près comment ça va se passer. Hein? Vous avez M. Le Pen, Mme Le Pen ou M. Bardella à Matignon. Je veux dire, on voit bien les sondages. Alors vous allez me dire, c'est des sondages. Mais enfin, ça donne une indication. C'est entre 150 et 200, voire davantage, députés du Rassemblement national. Bon, est-ce que ça résout la situation? Pas totalement sûr. Hein. Bon. Et donc, il faut trouver d'autres solutions. Il faut trouver d'autres solutions. Et donc, il faudra se rassembler. Parce que derrière ça, on va préparer dès maintenant, dès la fin de l'année, pour ceux qui auront pris un peu de temps, les élections municipales. C'est la prochaine échéance avant les présidentielles. Les élections municipales, plus la ville est grande, plus le rassemblement est nécessaire. Comment vous faites pour être au deuxième tour si vous ne rassemblez pas? Vous pouvez toujours dire « Ah non, mais moi, nous, on a des idées formidables, on se défend tout seul. » D'ailleurs, j'ai entendu. Hein. Nous, on a des idées, on va défendre. J'attends parce que je sens qu'on va pouvoir investir des candidats dans un certain nombre de communes. J'ai repéré. Et parce qu'évidemment, ils vont tenir des listes dans des villes où le front fait 30, 35, voire 40%. On va faire des listes UDI. Bon, tu parles. Et donc, évidemment, dans toutes ces villes, Paris, Lyon, Marseille, bien sûr, Bordeaux, Strasbourg, Lille, etc., il faudra des rassemblements, comme l'a dit le maire d'Amiens, Brigitte, tout à l'heure, à 180 degrés. Si vous ne les faites pas, le problème, ce n'est pas de savoir si vous avez envie ou pas envie, si le gars d'à côté, il vous plaît ou pas. Si vous ne faites pas ça, il ne faut pas être candidat. Sinon, vous n'êtes pas au deuxième tour. C'est comme ça. C'est même plus de la politique, c'est de la mécanique. Il faut avoir fait quelques cours d'arithmétique en primaire. Voilà, on ne demande pas plus. Hein, 1 et 1 égale 2. Voilà. Et vous dites, bon, d'accord. Parce que si les gars du Rassemblement national, ils font, allez, en moyenne 30, voire 32, ça veut dire que dans les grandes villes où ils ne sont pas très forts, Paris, etc., ils font 20, ils font 10, mais ailleurs, ils font 40 ou davantage, pour que ça fasse une moyenne de 30. Et dans la ruralité, c'est ça. Ça veut dire ça. Et comment vous faites, par exemple, au cantonal ou aux législatives, quand vous avez un gars qui fait ce niveau-là? Et la gauche, parce que rassurez-vous, elle sera unie dans ces hypothèses-là, elle fait 35 ou 30, ou voilà. Ben, vous êtes bien obligé d'aller voir les voisins et de dire, bon alors, la dernière fois, on a fait campagne l'un contre l'autre. J'aime pas trop ce que tu fais, je sais que tu m'aimes pas trop non plus, mais si on est candidat, toi et moi, ben on est élu ni toi ni moi, et on disparaît, et toi et moi. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comme on l'a dit, nous, on est un parti politique, on n'est pas un club d'idées. On a des idées, mais on les fait porter par des candidats. Je vous rappelle la Constitution. Les partis politiques participent à l'expression du suffrage universel. Je crois que c'est l'article 4 de la Constitution. C'est-à-dire qu'on présente des candidats qui portent des idées et qui cherchent à les développer quand ils sont élus. Bon, et ben pour faire ça, au municipal, prochaine élection, il n'y a rien entre maintenant et les municipales. Ça veut dire que la dynamique, elle va se poursuivre. Avant, vous aviez des élections européennes, puis au milieu, clac, vous aviez une élection régionale ou municipale. Donc ça coupait la dynamique, puisque c'était un peu étayé partout. Là, c'est ligne droite. Hein. C'est-à-dire que
le Rassemblement national, il va arriver à son asymptote juste avant les présidentielles, en tension. Bon, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir se préparer à ça. Et préparer les élections municipales en ayant des candidats, en les détectant, parce que vous avez de moins en moins de gens qui veulent aller aux élections. Déjà, les européennes, il va y avoir que 40% d'électeurs, hein, on le sait bien. Et les élections, non seulement vous avez peu d'électeurs, mais vous avez peu de candidats. Parce que les gens ils vous disent, bon, c'est le travail que fait Françoise Gatel, que fait Philippe Laurent, sur les textes pour protéger les élus, pour protéger les candidats, donner des possibilités d'exister quand on se donne, j'allais dire, au public, dans une commune, un département, etc., qu'on puisse être respecté, qu'on ne soit pas l'objet de violence et qu'on puisse, j'allais dire, avoir des protections pour la retraite, pour la maladie ou dans son emploi. Parce que quand on est élu, il arrive qu'on ait des réunions dans la semaine avec le préfet, avec je ne sais qui. Et si vous dites à votre patron, excuse-moi, je dois partir parce que j'ai une réunion avec le sous-préfet, le gars il dit, voilà, c'est très intéressant, mais moi je m'en fous, quoi. Voilà. Et donc il faut pouvoir protéger les gens qui s'impliquent, qui s'engagent. Et il y en a de moins en moins. Donc il faut préparer les élections municipales dès maintenant, d'autant que 3 mois après, vous aurez des élections sénatoriales. Là, les gars, ils vont avoir 3 mois pour faire connaissance avec les nouveaux élus. Il va falloir courir vite, hein. Donc, d'autant qu'on ne sait même pas quand auront lieu les élections municipales, puisque la dernière fois, le premier tour a eu lieu au mois de mars, et le deuxième tour au mois de juin. Donc moi, je reçois un tas de coups de fil de copains qui me disent « Mais alors, ça a lieu en mars ou en juin ?» Quelque chose me dit que ce sera plutôt en mars, parce que les textes prévoient que les élections municipales ont lieu en mars, mais il y a une petite interrogation sur laquelle il faudra essayer d'y voir clair. Mais voilà, vous allez avoir 2 élections majeures en 26 et puis l'élection présidentielle en 27. Et alors là, même topo. S'il y a plus de 1 candidat, c'est même pas la peine d'y aller. C'est même pas la peine d'y aller. Donc il y a du boulot. Donc notre job, avec les idées qui sont les nôtres, c'est quand même de faire obstacle à ce que Mme Le Pen soit élue présidente de la République. Je pense que c'est quand même un objectif que des démocrates, que des centristes doivent avoir. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'associe avec d'autres démocrates, avec d'autres républicains, avec tous ceux qui pensent comme nous, parce qu'il va falloir s'organiser pour empêcher ça. Et pas tomber sur une candidature Le Pen à 42% ou 45%, et puis de l'autre côté, une candidature de M. Mélenchon qui, à n'en pas douter, sera candidat et rassemblera autour de lui. Donc, c'est la raison pour laquelle le bureau politique, après les discussions qu'on a eues, a proposé, et je vous remercie de nous avoir fait confiance et de nous avoir suivis, c'est de prendre cette orientation qui a pour objectif d'essayer de faire obstacle durablement aux populistes dans notre pays, tout en n'oubliant pas les élections intermédiaires qui vont avoir lieu. Alors nous allons développer nos idées, bien sûr, et puis nous allons essayer de défendre aussi un certain nombre d'autres préoccupations que nous n'avons pas perdues de vue. Je vais les énumérer très rapidement. On a un problème de dette. Mais c'est normal, on est en France et on est dans le paradoxe français. C'est-à-dire que d'une main, on dit, quand il se passe quelque chose, qu'est-ce que l'État fait pour nous? On paye assez d'impôts comme ça. Et puis de l'autre côté, on dit, oui, mais ça coûte cher, on a des dettes. Ah bah oui, mais alors, il n'y a qu'à faire payer ceux qui peuvent. Ah bon, d'accord. Donc, on passe sa vie à faire des chèques d'un côté, et de l'autre côté, évidemment, on se retrouve avec des dettes. Moi, je pense, avec beaucoup de nos collègues, évidemment, qu'il faut qu'on défende les idées qu'on a toujours défendues, qui sont celles, notamment, j'allais dire, d'une référence sociale. On a défendu, au Sénat en particulier, mais aussi avec des collègues de l'Assemblée nationale, la taxation des profits exceptionnels. On ne peut pas demander des efforts à beaucoup de Français, avec la TVA, la CSG, etc., sans donner des signaux sociaux importants, par exemple en taxant raisonnablement les entreprises, les banques ou dans l'énergie, qui n'avaient rien fait en plus, simplement qui ont bénéficié de la situation,
pour taxer des produits exceptionnels et pour trouver des financements. Et puis agir davantage sur des mesures qui soient sociales et qui aillent en direction des classes populaires. On passe son temps à défendre les idées sur le logement, ce qui représente 30% du budget des familles. Maintenant, on voit bien que c'est la cata. Il faut enfin des mesures sur le logement et sur le logement social et puis sur la dépendance. On nous dit on est dans un pays qui vieillit, très bien, il faut s'occuper des retraites. On a essayé, bon, il ne faut pas trop revenir là-dessus. Et puis une fois qu'on a dit ça, il faut aussi s'occuper des gens qui, même s'ils ont une retraite, sont plus capables de rester seuls chez eux. C'est normal, et ils vont être de plus en plus nombreux. Et tout le monde n'a pas les moyens de payer 3 000 ou 4 000 euros pour mettre un parent ou deux dans un EHPAD, qui d'ailleurs eux-mêmes sont en difficulté parce que ce qui finance, c'est-à-dire les départements, sont en grande difficulté. Donc je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je pense que nous devons revenir aussi, ça a été dit tout à l'heure, l'environnement c'est important, on est tous d'accord. Mais les conditions dans lesquelles on applique les principes relatifs à l'environnement, évidemment, sont dommageables. Et on voit bien, le ZAN, c'est un truc, Françoise n'est plus là, c'est un truc qui pose de gros problèmes dans la ruralité et même dans nos villes. Zéro artificialisation nette. Bon, les problèmes concernant les DPE, les diagnostics thermiques, on voit bien que ça pose des problèmes sur le logement. Les ZFE, on voit bien que ça pose des problèmes. On est en train de revenir en arrière. Pourquoi ? Parce que ça a été mal réfléchi. Et aujourd'hui, l'objectif est louable, mais on voit bien que les conditions dans lesquelles on veut faire ça ne fonctionnent pas. Notre démocratie est malade. On l'a dit, tout le monde en parle tous les jours. Il faut absolument venir à de la proportionnelle. On ne peut pas continuer à avoir du scrutin majoritaire alors qu'on voit bien que le pays est éclaté. La proportionnelle, on se fait élire puis on discute après. C'est ce qui se fait dans beaucoup de pays européens. Le scrutin majoritaire, si on se met d'accord avant, et puis après on est bloqué, on voit bien, parce que chacun a ses alliances, et puis on n'arrive plus à bouger. Donc il faut de la proportionnelle. La seule différence que je vois, par exemple, avec ce que dit la présidente de l'Assemblée nationale, qui s'exprime ces jours-ci pour la proportionnelle, c'est qu'elle dit « mais sans cumul ». Parce qu'elle a toujours été contre le cumul, elle ne veut pas qu'on revienne dessus. Sauf que la proportionnelle, ça va toujours avec le cumul. Parce que si vous mettez des gens qui n'ont pas nécessairement une présence territoriale, tout à l'heure on parlait de la nécessité d'être sur le terrain, il faut forcément qu'ils puissent cumuler avec des exécutifs locaux. La moitié des communes de France, c'est moins de 500 habitants. 36 000 communes, la moitié, c'est moins de 500 habitants. Et 97% des communes de France ont moins de 10 000 habitants. Donc on voit bien qu'il faut bien qu'il y ait des parlementaires qui puissent être dans des exécutifs locaux. C'est extrêmement important. Je ne vais pas revenir sur les problèmes de décentralisation qui ont été abordés, mais c'est indispensable. Nous, centristes, on est pour la décentralisation, pour redonner du pouvoir aux exécutifs locaux. On va avoir à en parler sur la Calédonie, on va avoir à en parler sur la Corse. Ça pose des problèmes, évidemment, de souveraineté, mais c'est extrêmement important. Les élus que vous êtes, pour un certain nombre d'entre vous, ont du mal, évidemment, à trouver de l'argent quand ils sont candidats. Il faut soit avoir de l'argent, soit avoir du temps, parce qu'il faut passer un temps fou à aller expliquer au Crédit Agricole ou chez l'Écureuil que vous êtes prêt à hypothéquer la belle-mère, la bagnole et tout le reste. Bon, ça prend des semaines, des mois, c'est extrêmement compliqué. Donc, je crois qu'il faut venir à l'idée qui avait été développée de la Banque de la démocratie pour qu'on puisse avoir une démocratie vivante et financée, à n'en pas douter, par la Caisse des dépôts. Et plutôt que de perdre un temps fou à être considérés comme des gens malhonnêtes par tous les banquiers que vous voyez, avoir la possibilité, parce que être candidat au municipal, puis ensuite au régional ou au cantonal, etc. Bon, ce qui va être le cas en peu de temps, entre 26 et 28, quand vous êtes remboursé un an après, vous voyez à peu près les problèmes que ça pose. Donc je crois que c'est extrêmement important. Et puis un dernier point, parce qu'il est plus que jamais d'actualité, vous avez vu ce qui s'est passé en Russie hier, ce sont les problèmes de laïcité. Pourquoi ? Parce que quand le djihad islamique arrive à faire des attentats dans des pays où la présence policière est un peu plus importante que chez nous,
vous vous dites qu'immédiatement, vous pensez Jeux Olympiques. Et vous dites, s'ils font ça à Moscou, dans la banlieue, avec tous les lascars qu'il y a là-bas, qu'est-ce que ça va être chez nous? Qu'est-ce que ça va être chez nous? Et je crois que ça repose le problème de la laïcité dans nos écoles, dans nos universités en particulier, quand vous voyez ce qui s'est passé à Sciences Po récemment, et où il y a des idées absolument nauséabondes qui refont surface. Il faut absolument que nous, démocrates, nous ayons ces idées-là et que nous puissions les porter là où nous sommes, localement, territorialement ou au Parlement. Alors je vous remercie, j'ai déjà été long. Vous avez faim et vous en avez marre, je peux le comprendre. Mais vous avez été impliqués depuis ce matin. Je vous remercie de votre engagement. Merci, Président Doulé, d'avoir été présent ce matin. Merci à vous toutes et à vous tous. Et je vous dis à très vite pour porter les idées qu'aujourd'hui vous avez bien voulu valider. Merci. Bravo. En plus, vous avez eu la chance d'avoir la Marseillaise en français et en anglais par Timmy Doulé.